Ouais, salut les amis, petite vidéo. Après l'ère de glace et bientôt le déluge, là on traverse l'ouragan. Voilà. Donc on m'a conseillé de pas sortir aujourd'hui. Parce que approche à moi à regarder les informations, il m'a dit ne sors pas, c'est dangereux et tout, il y a un ouragan dehors. Bon, en fait ça va, hein, ça souffle. Mais j'ai déjà vu pire, on va dire. Voilà, donc je me promène dans le bois de Vincennes. Après bon, c'est vrai qu'on peut toujours se prendre une branche sur la tête. Mais les dangers sont partout. Tu te balades à Seine-Saint-Denis après minuit, tu peux te prendre une balle, donc c'est dangereux aussi. Voilà, donc je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la peinture primitive, les primitifs allemands. J'appelle ça comme ça, mais ça peut être flamand. Tout ce qui était au Moyen-Âge, à la Renaissance, des empires austro-hongrois. Enfin, je sais pas si ça s'appelait comme ça déjà à l'époque, mais tous les empires allemands, tout ça. Et c'est souvent on a tendance à confondre les peintures flamandes, allemandes avec les mythologies traitées. On a tendance à les confondre avec les mythologies nordiques. Il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et il faut savoir que ce qui est des traditions allemandes, ça a été oublié dans l'histoire, par rapport à ce que l'Allemagne a vécu aussi. Donc on a blackboulé, si vous voulez, tout ce qui venait de l'Allemagne. Et on a diabolisé un petit peu les œuvres, les artistes allemands. Et j'avais fait une vidéo là-dessus sur les surréalistes allemands que je suis allé voir à Beaubourg. C'était la première fois, je ne sais pas combien d'années que ça a été exposé. Et parce qu'on a stigmatisé tout un peuple en fait. Voilà. Donc je vous invite à voir tous ces artistes. Ça peut être aussi des traditions strasbourgeoises, mais proches de l'Allemagne et tout ça, tu vois. Des artistes comme Grünwald, le peintre Grünwald, voilà. T'avais Albrecht Dürer, là je vais parler des dessinateurs et des peintres. Albrecht Dürer, t'as Jean Van Eyck qui avait peint les époux là, tu vois. Alors c'est des peintures qui sont vraiment magnifiques, avec beaucoup de symbolique. Le plus connu, on va dire, c'est Bruegel. Bruegel, c'est vraiment le plus connu. Et Jérôme Bosch, voilà, c'est vraiment les deux plus connus, on va dire, dans cette tradition qui démarre, on va dire, vers fin 14e. Pour les plus connus, enfin, ce qui reste comme, on va dire, comme témoignage de l'époque là, jusqu'au Renaissance, je sais pas, on va dire ça. C'est une tradition qui va durer jusque 1550, 1600 grand maximum. Et c'est pas très étudié dans l'histoire de l'art. Voilà, on va pas trop étudier ce courant-là, ce mouvement-là. Alors qu'on va plus nous parler des traditions nordiques. Alors comme je te dis, il y a des choses qui se ressemblent. On va dire comme les sorcières par exemple, qu'on appelle les Volva. Les Volva dans la tradition germanique, qui ont été diabolisés, on va dire, pendant l'Inquisition, pendant la chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorcières, il faut savoir qu'elle a été faite plutôt vers la Renaissance. C'était dû à une grande peur aussi qui était liée à la peste qui sévissait à ce moment-là. Et il faut dire aussi que les hommes de pouvoir en ont profité pour stigmatiser, pour mettre tout leur dévolu sur ce qu'on appelait les sorcières. Donc c'était des femmes qui vivaient à la marge, on va dire, ou des vieilles dames veuves, souvent veuves, qui se trouvaient à l'entrée du village et qui étaient accusées à tort de pratiquer le sabbat, de préparer des potions, des choses comme ça, qui étaient souvent avant considérées comme des remèdes. Il faut dire que le sabbat, c'est quelque chose qui vient plus du Pays Basque. Les danses infernales, tu sais, les sorcières, où tu les vois jubiler avec leur balai et tout. Là. Ça, c'est plus, ça vient plus de tradition basque.
Alors à la Renaissance, voilà, il y a un dessinateur qui a très bien dessiné énormément de sorcières, qui faisait énormément d'imagerie de sorcières. C'était Hans Baldung. Alors Hans Baldung qui était un élève de comment il s'appelait, d'Albrecht Dürer. Qui était un élève d'Albrecht Dürer et qui était sous son, on va dire, son emprise artistique pendant les premières années de sa vie, et qui s'est détaché tout doucement et qui a trouvé son propre style. Hans Baldung, c'était un dessinateur alsacien, strasbourgeois, et qui a vraiment contribué, on va dire, à l'image de la sorcière. Voilà. L'image telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça vient pour la plupart de Hans Baldung. La sorcière, quand tu regardes dans l'Antiquité, chez les Grecs, ce qu'on peut considérer comme la sorcière, on va dire les sorcières, les femmes un peu, voilà, comme la Pythie, tous ces personnages-là, étaient plutôt vus d'un point de vue positif. À partir de la Renaissance, c'est diabolisé. Voilà. Parce qu'on arrive à une fin de cycle, on arrive à une fin d'époque, et du coup, on cherche des coupables. Et là, le coupable idéal, c'était la sorcière, ce qu'on a considéré comme une sorcière. Et alors qui est hyper représenté pendant la fin du Moyen-Âge, à l'époque de Luther, tout ça, là, en Alsace, pendant les grandes réformes. En Italie, il y a peut-être eu aussi, à l'époque de Savonarola, tout ça, il y a peut-être eu aussi ce genre de représentation, mais je connais un peu moins. Moi, je connais beaucoup les traditions plus de l'Est de la France et voire l'Allemagne. Voilà. Et ce qui était avant au Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, représenté avec une certaine cocasserie et une certaine drôlerie, on va dire, ça devient terrifiant à la Renaissance. Tu vois, les enfers, par exemple, représentés par Jérôme Bosch, à la fin du Moyen-Âge, ça reste encore de l'imagerie populaire, ça reste encore cocasse. Voilà, ça tire plus vers la caricature, même si j'ai un peu du mal avec ce mot-là. Mais à la Renaissance, c'est plus du tout de la caricature, ça devient vraiment une vision très cauchemardesque et qui est censée visuellement faire peur, parce qu'il faut dire que ce qui passe par l'image, c'est le premier des vocabulaires, en fait, ton premier sens, c'est la vue, hein. Tu vois, ce qui te fait comprendre le plus de choses, c'est le regard que tu portes sur les choses, c'est la vision. Après, on va me dire, il y a aussi l'odorat, il y a aussi l'ouïe, mais ça passe en second plan pour moi, hein, je parle. Alors du coup, on choque avec des images qu'on distribue dans des villages. Voilà, donc Hans Baldung a contribué à ce genre d'imagerie. Et là, c'est le début aussi, Gutenberg, c'est le début aussi de la presse et tout ça. Donc on fabrique des images en grande quantité, on les distribue dans les villages. Donc les gens accrochent ces images pour conjurer le sort, on va dire, les accrochent sur les murs. Et voilà quoi, donc ça fait partie de la tradition germanique, on va dire, de la Renaissance. Alors c'est des écoles, on va dire, c'est une grande similitude avec les Flamands aussi, hein, c'est les peintres belges, enfin il y a une énorme similitude, hein. Alors un spécialiste va me dire oui, il y a encore des différences et tout, mais il y a une énorme similitude. Et aussi dans le folklore germanique, comme je t'ai dit, t'as une approche avec le paganisme, ce qu'on appelle à tort du paganisme, mais bon voilà, le paganisme nordique. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Et c'est vrai que de nos jours, les gens sont très attirés plus par tout ce qui vient des Vikings, toutes ces traditions nordiques, mais ont oublié les traditions germaniques. En fait, c'était la volonté de faire disparaître ces traditions-là. Ok ? Comment dire ?
il y a eu une volonté de méconnaissance, de ne pas te montrer ce qui vient de là-bas, quoi. Alors que c'est super important dans l'histoire de la peinture, c'est super important, quoi. Dans l'imagerie populaire, ils ont vraiment forcé le pas, on va dire, créer des univers, des symboliques qui sont vraiment particulières, que tu retrouves ni dans la peinture française, ni dans la peinture italienne. C'est vraiment particulier. D'ailleurs, il faut savoir que souvent au Moyen-Âge et à la Renaissance, les peintres de ces endroits-là allaient faire un petit tour en Italie pour apprendre aussi les techniques, on va dire, de la Renaissance italienne. Donc il y a eu aussi une communion, on va dire, entre les deux écoles. Mais c'est pas la même chose, tu vois. Les peintres italiens, on va dire Botticelli, tous ces peintres-là, Raphaël, tout ça, c'est plus des peintures très lumineuses. C'est beaucoup mis en lumière. Les flamands et les peintres, on va dire, germaniques. Les flamands et les peintres germaniques, c'est plus l'obscurité, tu vois. L'obscurité. Et d'ailleurs, c'est là que la lumière, elle prend tout son sens, c'est dans l'obscurité, parce que de temps en temps, tu as un petit coup de lumière, là, et c'est là que la peinture, elle prend toute son ampleur. Je pense notamment à Georges de la Tour. Bon, on ne peut pas considérer que c'est un peintre... c'est quand même de l'Est, parce que il vient de Metz, hein, de Nancy, je sais plus. Donc on peut dire que sa peinture, ouais, on peut dire qu'elle s'approche de la tradition allemande et tout ça. Mais c'est... Bon, voilà. Mais c'est un exemple de ce qui était le clair-obscur de l'époque. Ce qu'on appelait le clair-obscur. Voilà. Et il y a aussi énormément de peintres. Après, bon, tu as eu Rembrandt, mais Rembrandt, c'est venu plus tard. Rembrandt, c'est plus le 18e siècle. Dans cette tradition du clair-obscur. Mais penchez-vous, voilà, vers la peinture du Moyen-Âge allemand, on va dire, des pays de l'Est, Allemagne, comment dire, Alsace aussi, on va parler de l'Alsace, on va parler aussi des Flamands, on va faire un lot, on va dire que c'est plus ou moins la même école, voilà. C'est super intéressant. Allez, bien sûr, bon, c'est beaucoup des thèmes religieux aussi, hein, c'est sûr, mais bon, voilà. Allez, ciao.